La Grèce et la canicule, la chaleur. Et bon, on va parler de la chaleur avec vous parce que évidemment, ça peut avoir un impact, j'imagine, sur les marchés que vous suivez, notamment les marchés de matières premières. Donc là, on se tourne plutôt vers les marchés de matières premières agricoles. Qu'est-ce qu'on constate là? Est-ce que, j'allais dire, la vague de chaleur est suffisante pour que ça provoque des réactions de marché importantes là? Oui, vous avez raison, Grégoire. Parlons d'autre chose. Même si on a à peu près autant d'incertitudes sur la météo qu'on a d'incertitudes sur le dossier grec, mais on va quand même essayer de faire un petit point. Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, il y a une vague de chaleur aujourd'hui qui touche l'Europe et ça a entraîné un certain nombre de tensions. On a vu notamment le prix des céréales repartir assez fortement à la hausse ces derniers jours, un peu, je dirais, de façon contre-intuitive. Mais c'est vrai que les fortes chaleurs qui touchent l'Europe laissent à craindre d'éventuels dégâts sur une partie des récoltes, notamment en France et en Allemagne. Mais ce que le marché oublie peut-être un peu, c'est qu'il ne fait pas chaud comme ça partout. On a eu notamment des bonnes nouvelles en termes de météo sur le bassin mer Noire, en Ukraine et en Russie, qui étaient des zones où là, auparavant, il avait fait très chaud et les marchés étaient très inquiets. Et aux États-Unis, c'est la situation inverse. On a pluie qui aujourd'hui fait craindre des baisses de production, une réduction des semis pour le soja et une baisse de production pour le maïs. Et donc on a d'un côté trop de pluie, de l'autre côté trop sec, et donc les prix sont repartis à la hausse. Et puis c'est toujours la même chose. Les spéculateurs étaient plutôt short sur ces marchés, misaient plutôt sur une correction des cours. Les cours se reprennent. Les spéculateurs doivent couper leurs positions. Les places de marché augmentent les appels de marge pour les positions. Les spéculateurs ayant des positions avec levier sont obligés de réduire leurs risques et donc ils sont obligés de racheter des positions et donc on a un cercle vicieux de hausse qui s'enclenche. Vous ajoutez là-dessus un rapport qui a été publié hier par le département agricole américain qui fait état d'une réduction des stocks de début de campagne et qui fait état de surface moins importante que prévu semée sur le maïs. On devait avoir un marché qui devait vivoter et rester relativement stable avant d'y voir un petit peu plus clair sur la récolte en cours. Et là, on a des cours comme le cours du blé qui ont pris 27% sur la fin du mois passé et le début de ce mois-ci, un peu contre toute attente. Et puis, il faut bien voir aussi qu'il y a un problème de qualité à cause de ces pluies qu'on a aux États-Unis, qui aurait dû favoriser les blés d'origine européenne, par exemple. Le blé américain augmente plus que le blé européen, ce qui montre bien que ce n'est pas tellement lié à des fondamentaux, mais plus lié à des positions spéculatives. Et donc, ce mouvement de court terme pourrait éventuellement se corriger dans les jours et dans les semaines qui viennent. Bon, attention donc effectivement sur ces marchés de matières premières, c'est pas forcément un mouvement de hausse de prix qui vous paraît durable, Benjamin. Est-ce qu'il y a d'autres choses à signaler? Est-ce que je sais que vous vouliez parler des terres rares également, et c'est vrai qu'on en parle assez peu. C'est un point qui est important. Il y a eu une grosse période de monomanie sur les terres rares. Tout le monde cherchait un moyen d'investir sur les terres rares. Chez Prime Finance, nous, on était plutôt assez prudents parce qu'en réalité, ces terres rares n'ont de rares que le nom. Si vous regardez un petit peu la façon dont elles sont réparties à travers le monde, on a beaucoup d'exploitations aujourd'hui qui sont en Chine. La Chine est le plus gros producteur. Mais en réalité, les plus grosses réserves ne se trouvent pas en Chine. Elles se trouvent aux États-Unis et au Canada. Simplement, aujourd'hui, les prix ne sont pas suffisants pour que les Américains daignent exploiter ces terres rares, parce que vous n'avez pas des mines de terres rares, vous avez des mines d'un autre métal, et puis vous trouvez un petit peu de terres rares si vous vous donnez la peine de les extraire des minerais que vous prenez dans votre mine. Alors, les cours des terres rares s'étaient envolés, ce qui avait amené beaucoup de personnes à se pencher sur cette question en se disant c'est vraiment rare, va vraiment y avoir un effet prix très important. Pourquoi? Parce que les Chinois, en 2010-2011, avaient décidé de limiter leurs exportations et de mettre des taxes à l'exportation. Et notamment, le Japon s'est retrouvé dans une situation délicate. Et donc, les prix s'étaient envolés. Badaboum, depuis, les prix se sont effondrés. Molycorp, un des plus gros producteurs, vient d'annoncer qu'il se mettait sous la protection du Chapter 11, sous la protection de la loi des faillites. Et on pourrait, bizarrement, se retrouver à avoir des terres rares qui soient à nouveau rares, parce qu'on va à nouveau dépendre énormément des Chinois et de la bonne volonté des Chinois pour disposer de ces terres rares. Je rappelle que ces terres rares sont indispensables parce qu'elles sont beaucoup utilisées dans les domaines d'électronique, dans les nouvelles technologies. Et donc, si on manque de ces terres rares, on pourrait avoir à nouveau une envolée des prix. Le cycle n'en finit pas. Merci beaucoup Benjamin, merci pour ces deux points, donc les matières premières agricoles et les terres rares. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, spécialiste, maison spécialiste des matières premières. Bientôt 16h30, on va rentrer dans la dernière heure de cotation en Europe avec des